Imaginez une seconde ce qui se passe là, maintenant, pendant que vous regardez cet écran. Quelque part dans votre corps, peut-être à la base de la gorge, il y a quelque chose qui serre légèrement. Pas une douleur franche, plutôt une pression douce, persistante, comme si une question attendait depuis longtemps qu'on lui donne enfin la parole. Et cette question, vous la connaissez. Vous l'avez peut-être repoussée le matin en vous levant, noyée dans le bruit de la radio, diluée dans les petits gestes du quotidien, mais elle est là. Elle a toujours été là. Est-ce que ce silence autour de moi est une punition ou bien une invitation que je n'ai pas encore su lire? Voilà ce que ce voyage ensemble va tenter d'explorer. Parce qu'à 60 ans, quelque chose de fondamental se produit dans l'âme humaine. Quelque chose que la psychiatrie observe, que la sagesse ancienne pressent, et que la plupart des gens traversent sans jamais vraiment comprendre ce qui leur arrive. L'âme change de direction. Elle cesse de courir vers l'extérieur et commence, timidement d'abord, à se retourner vers elle-même. Et cette bascule, si elle est mal comprise, peut ressembler à une chute. Mais si elle est accueillie avec douceur, avec conscience, elle devient le début de quelque chose d'extraordinaire. Elle devient le début de votre vérité. Restez jusqu'à la fin parce que ce qui va être partagé ici n'est pas une liste de conseils génériques. Ce qui va être offert, c'est une carte. Une carte pour traverser ce territoire que personne ne vous a vraiment appris à habiter. La solitude choisie, la solitude féconde, la solitude qui n'est plus une absence, mais une présence à soi-même d'une densité rare. Et si vous partez avant la fin, vous repartirez avec le même poids à la base de la gorge, sans savoir d'où il vient ni comment le déposer. Alors restez. Bueno, commençons par quelque chose de très concret, très humain, très réel. Il est 17h un mardi. La lumière de l'après-midi glisse par les lattes du volet et trace des lignes dorées sur le carrelage de la cuisine. Une femme, appelons-la Marguerite, 67 ans, se tient debout devant la fenêtre avec une tasse de thé qu'elle n'a pas encore bu. Dehors, un enfant passe à vélo. Un couple promène un chien. La rue vit, respire, s'agite. Et Marguerite regarde tout ça depuis derrière la vitre, comme si elle regardait un film dont elle ne faisait plus partie. Sa fille l'a appelée le matin, 20 minutes de conversation. Puis le silence est revenu immense, et il a rempli chaque pièce de l'appartement comme une marée qui monte sans bruit. Meusig, vous la reconnaissez Marguerite, n'est-ce pas? Peut-être parce que vous avez vous-même regardé par cette fenêtre. Peut-être parce que vous connaissez quelqu'un qui s'y tient en ce moment. Ce tableau n'a rien d'exceptionnel. Il est banal, précisément dans le sens où il appartient à des millions de vies, des millions de femmes et d'hommes qui, après 60 ans, se retrouvent face à une maison dont les pièces résonnent différemment. Pas parce que les murs ont changé, parce que l'intérieur s'est reconfiguré. Et ce que Marguerite ressent à cet instant précis, cette pression derrière les yeux, cette impression que le temps s'étire de façon étrange et que les heures pèsent plus lourd que les années, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est une invitation que son âme lui envoie. Mais elle ne sait pas encore comment la lire. Si ce portrait vous touche, si quelque chose en vous a frémi en l'écoutant, alors ce contenu a été fait pour vous. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ces réflexions qui mêlent psychologie, méditation et sagesse douce, songez à vous abonner à cette chaîne. Pas pour suivre des vidéos, mais pour rejoindre une communauté de personnes qui, comme Marguerite, comme vous peut-être, ont décidé que 60 ans n'est pas une fin, mais un commencement. Et si vous avez envie de partager ce que vous ressentez à cet instant, s'il y a une image, un souvenir, une sensation qui remonte en vous en écoutant ces mots, les commentaires sont là pour ça. Votre parole a de la valeur, elle compte. Puis il faut maintenant dire quelque chose d'important, quelque chose que beaucoup d'approches positives évitent soigneusement, par peur de faire mal. Mais la véritable compassion ne détourne pas les yeux du danger. Elle le regarde en face calmement pour mieux en protéger ceux qu'elle accompagne.
Voici ce que la psychiatrie et la psychologie contemporaine ont documenté avec une rigueur qui ne laisse aucune place au doute. La solitude non acceptée, celle qui n'est pas traversée consciemment mais subie passivement, n'est pas une simple tristesse passagère. Elle est un processus de dégradation, lente, insidieuse, qui s'installe comme l'humidité dans les murs. On ne la voit pas tout de suite. On la sent d'abord dans la fatigue inexpliquée, dans l'irritabilité légère, dans ce sentiment que les journées se ressemblent toutes et que les semaines glissent sans laisser de traces. Puis, progressivement, quelque chose de plus profond se fissure. Des études menées sur plusieurs décennies, notamment celles compilées par les chercheurs spécialisés en psychologie du vieillissement, montrent que l'isolement chronique chez les personnes de plus de 60 ans augmente de façon significative le risque de dépression majeure. Pas une dépression légère, celle qu'on traverse avec un peu de repos et quelques bonnes conversations. Une dépression profonde qui cloue au sol, qui efface les couleurs du monde, qui transforme chaque matin en une épreuve. Et ce n'est pas tout. L'isolement chronique accélère le déclin cognitif. Il fragilise le système immunitaire. Il altère la qualité du sommeil, ce qui à son tour affaiblit encore davantage les ressources émotionnelles. C'est un cercle qui se referme sur lui-même, et plus on attend pour le briser, plus il devient difficile d'en sortir. Imaginez pour un momento ce que cela signifie concrètement. Imaginez Marguerite dans 10 ans si rien ne change. Si ces après-midi silencieux continuent de s'accumuler sans être jamais habités autrement. Si la solitude reste quelque chose qu'elle endure plutôt que quelque chose qu'elle apprivoise. Ce n'est pas une image dramatique, c'est une trajectoire que la science peut tracer avec une précision troublante. Et la tragédie, la vraie, c'est que cette trajectoire n'est pas inévitable. Elle n'est pas une fatalité, mais elle le devient si on ne fait rien. Et c'est précisément pour ça que vous êtes ici aujourd'hui. Mira, il faut aller encore plus loin dans ce territoire inconfortable, parce que la solitude non acceptée ne se contente pas de peser sur les épaules comme une fatigue ordinaire. Elle fait quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus dévastateur, elle réécrit la façon dont on se perçoit soi-même. Voici comment cela se passe dans le cerveau et dans le corps. Au fil des semaines et des mois d'isolement non traversé, le système nerveux commence à interpréter la solitude comme une menace. Pas de façon consciente. De façon archaïque, primitive, dans ces couches profondes du cerveau qui ne distinguent pas entre un danger physique et un danger relationnel. Pour ces régions-là, être seul et être en danger, c'est la même chose. Alors le corps se met en état d'alerte. Les mâchoires se contractent légèrement, même la nuit. Les épaules remontent sans qu'on s'en rende compte. La nuque reste tendue. Le sommeil devient léger, vigilant, comme si quelque chose pouvait arriver. Et cette tension constante, cette mobilisation perpétuelle du système d'alerte, épuise des ressources que l'on aurait pu consacrer à vivre vraiment. Et pendant ce temps, dans le silence de ces après-midi qui s'étirent, quelque chose d'encore plus insidieux se produit. Le mental commence à remplir le vide avec ses propres productions, des ruminations, des regrets, des scénarios de ce qui aurait pu être différent, des conversations imaginaires avec des gens absents, des bilans douloureux de ce qu'on a ou n'a pas accompli. Et chaque pensée de ce genre, si elle n'est pas observée avec un peu de distance, creuse un peu plus profond dans la chair psychologique. Jusqu'à ce que la personne ne sache plus très bien si c'est le monde qui est triste ou si c'est elle. L'auve, c'est pour ça que ce n'est pas une question de morale ou de volonté. Ce n'est pas une question de caractère fort ou faible. C'est une mécanique neurologique et psychologique qui se met en place sans qu'on lui ait demandé et qui peut transformer la solitude en une prison dont les barreaux sont faits de pensées répétitives et d'émotions non reconnues. Fijate bien, et c'est là que la situation devient vraiment critique. Parce que cette prison mentale a une caractéristique particulièrement perverse. Elle devient confortable. Pas confortable au sens où l'on s'y sent bien. Confortable au sens où elle devient familière. Le cerveau humain, on le sait depuis les travaux pionniers sur les habitudes mentales,
préfère la souffrance connue à l'inconnu qui pourrait être meilleure. Alors la personne qui s'est habituée à son isolement commence à développer des comportements qui le renforcent. Elle décline les invitations parce que la perspective de sortir lui semble épuisante. Elle reporte les appels téléphoniques parce qu'elle ne sait plus très bien quoi dire. Elle observe sa propre vie de plus en plus de loin, comme Marguerite derrière sa vitre, jusqu'à ce que la distance entre elle et le monde devienne si grande qu'elle ne sait plus comment la traverser. Et puis arrive ce moment que les psychiatres connaissent bien, ce moment charnière, ce tournant silencieux. La personne commence à croire que c'est ainsi qu'elle est, que c'est sa nature profonde, qu'elle n'est pas faite pour la joie, pour le lien, pour la légèreté, que les autres ont quelque chose qu'elle n'a pas. Et à partir de ce moment-là, la souffrance ne cherche plus à être soulagée, elle cherche à être confirmée. Chaque journée, difficile devient une preuve, chaque moment de tristesse devient une validation. Et c'est à ce point précis que la solitude subit bascule en arrivée de la dépression chronique. Une dépression qui ne crie pas, qui ne se manifeste pas dans les grands drames, qui s'installe doucement, poliment, comme un hiver qui ne finit pas. Est-ce que vous sentez l'urgence de ce que tout cela signifie? Est-ce que vous comprenez pourquoi il ne s'agit pas d'attendre de voir? Parce que la trajectoire que la science décrit, elle ne s'arrête pas d'elle-même, elle continue, elle approfondit, elle durcit. Et le moment où l'on décide d'y faire face, ce moment n'est jamais aussi accessible qu'aujourd'hui, maintenant, dans ce présent que vous habitez en regardant cet écran. Bueno, maintenant quelque chose se retourne. Maintenant, quelque chose commence à changer de couleur. Parce que tout ce qui vient d'être décrit, cette mécanique sombre, ce cercle qui se ferme, cette prison de familiarité douloureuse, tout cela n'est pas une condamnation, c'est un diagnostic. Et un diagnostic, en médecine comme en psychologie, n'est pas une sentence, c'est le début du chemin. C'est le moment où l'on sait enfin ce que l'on soigne et donc comment le soigner. Et voici la vérité que la psychiatrie, la philosophie et les traditions contemplatives les plus anciennes s'accordent toutes à reconnaître, chacune avec ses mots, mais avec la même conviction profonde. La solitude n'est pas le problème. La relation que l'on entretient avec la solitude est le problème. Et cette relation, elle peut changer, elle change. Elle a changé pour des milliers de personnes. Elle peut changer pour vous. Tien Sentido? Alors allons-y. Allons dans le vif du sujet. La première chose à comprendre, et c'est peut-être la plus importante de tout ce parcours, c'est que la solitude que vous ressentez n'est pas un signe que quelque chose ne va pas chez vous. C'est un signe que vous êtes vivant, c'est un signe que vous êtes un être humain qui a besoin de sens, de lien, de profondeur. Et ces besoins-là ne disparaissent pas à 60 ans. Ils ne s'atténuent pas avec l'âge. Ils se transforment, ils se raffinent, ils deviennent plus essentiels, plus concentrés, plus orientés vers ce qui compte vraiment. Et la première pratique concrète, la première technique que la psychologie et le mindfulness offrent pour travailler avec cette réalité, c'est ce qu'on pourrait appeler l'accueil conscient de ce qui est. Voici comment cela se pratique. La prochaine fois que vous vous trouvez dans ce moment difficile, cet après-midi silencieux, cette soirée qui pèse, au lieu de fuir vers la télévision ou le téléphone ou n'importe quelle distraction, faites une chose très simple. Asseyez-vous, pas pour méditer dans le sens formel du terme. Juste asseyez-vous et posez cette question à voix basse ou intérieurement. Qu'est-ce qui est là en ce moment précis? Pas qu'est-ce qui devrait être là. Pas qu'est-ce qui manque. Qu'est-ce qui est là? Et puis attendez, observez, peut-être qu'il y a de la tristesse, peut-être qu'il y a de la fatigue. Peut-être qu'il y a un fond de nostalgie ou une irritation légère dont vous ne comprenez pas bien l'origine. Quelle que soit la réponse, nommez-la. Pas pour l'analyser, pas pour la résoudre, juste pour lui donner une existence reconnue, parce que les émotions non nommées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent dans le corps, dans les mâchoires crispées, dans la nuque tendue, dans les paumes qui se serrent sans raison.
Et quand on leur donne un nom, quand on dit simplement « il y a de la tristesse ici, il y a de la solitude ici », quelque chose se détend, pas complètement, pas d'un coup, mais légèrement. Et cette légèreté légère est déjà une victoire considérable. Les neurosciences ont documenté ce phénomène avec une précision remarquable. L'acte de nommer une émotion réduit l'activation de l'amygdale, cette région du cerveau responsable des réponses de peur et de stress. En d'autres termes, donner un nom à ce que l'on ressent. C'est littéralement calmer le système nerveux, c'est mettre un peu de distance entre soi et la tempête intérieure. C'est passer de l'intérieur de la vague à une position d'observateur sur le rivage. Mira, et voici ce qui est extraordinaire dans cette pratique. Ce n'est pas une technique réservée aux méditants expérimentés ou aux personnes qui ont des années de pratique spirituelle derrière elles. C'est quelque chose que vous pouvez faire aujourd'hui, maintenant, dans votre cuisine ou votre salon. Et c'est quelque chose que vous pouvez faire à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans. Parce que cette capacité d'observation intérieure ne décline pas avec l'âge. Elle s'approfondit. Il y a quelque chose que la psychiatrie a longtemps mis du temps à reconnaître, mais qui est aujourd'hui bien établi dans la littérature scientifique. La sagesse émotionnelle augmente avec l'âge. Les personnes plus âgées, en moyenne, régulent leurs émotions avec plus de finesse que les jeunes adultes. Elles savent mieux ce qui compte et ce qui ne compte pas. Elles ont une capacité accrue à tolérer l'ambivalence, à tenir plusieurs vérités contradictoires en même temps sans s'effondrer. Ce n'est pas une consolation, c'est un fait. Vous avez à 60 ans des ressources intérieures que vous n'aviez pas à 30. Des ressources que vous n'êtes peut-être pas encore allé chercher, mais qui sont là en vous, qui attendent. Meusig, continuons. La deuxième pratique, et elle est indissociable de la première, c'est ce que Christophe André appelle la bienveillance envers soi-même. Pas l'amour-propre dans le sens d'une confiance gonflée ou d'une satisfaction narcissique. Quelque chose de beaucoup plus humble et beaucoup plus profond. La capacité de se parler à soi-même avec la même douceur que l'on parlerait à un ami cher qui souffre. Figette bien, voici une expérience que vous pouvez faire maintenant. Pensez à Marguerite devant sa fenêtre. Qu'est-ce que vous lui diriez si elle était votre amie et que vous la voyiez dans cet état? Probablement pas, tu n'as qu'à arrêter de te plaindre, tu as tout ce qu'il te faut. Probablement pas non plus, tu es pathétique de te laisser aller comme ça. Vous lui diriez peut-être, je te vois, je sais que c'est difficile, tu n'as pas à traverser ça toute seule, tu mérites de la douceur. Et tu mérites aussi de comprendre ce qui se passe en toi pour pouvoir le traverser autrement. Maintenant, est-ce que vous vous parlez à vous-même avec cette même douceur? Parce que la plupart des gens ne le font pas. La plupart des gens se parlent à eux-mêmes avec une sévérité qu'ils ne s'autoriseraient jamais envers quelqu'un d'autre. Et cette violence intérieure silencieuse, ce juge intérieur qui commente, qui évalue, qui condamne, est l'un des facteurs les plus déterminants dans la transformation de la solitude ordinaire en souffrance chronique. La pratique de l'autocompassion, documentée notamment par la chercheuse Christine Neff, dont les travaux ont influencé toute une génération de cliniciens, repose sur 3 piliers simples. Le premier, reconnaître la souffrance sans la minimiser ni l'amplifier. Le deuxième, se rappeler que la souffrance est une expérience humaine universelle, que vous n'êtes pas seul dans ce que vous traversez, que des millions de personnes vivent exactement ce que vous vivez en ce moment. Le troisième, se traiter avec la même gentillesse que l'on traiterait quelqu'un que l'on aime. Ces 3 piliers ensemble créent quelque chose de très puissant dans le système nerveux. Ils réactivent ce que les neuroscientifiques appellent le système d'apaisement, un système physiologique distinct du système de menace et du système de récompense, un système qui se nourrit de chaleur, de douceur, de présence bienveillante. Et voici quelque chose de profondément libérateur dans tout cela. Ce système d'apaisement ne requiert pas la présence d'une autre personne pour s'activer. Il peut s'activer par votre propre présence à vous-même. Par votre propre voix intérieure qui vous dit « Je suis là ».
par votre propre main posée sur votre bras dans un geste doux, par votre propre respiration ralentie, consciente, qui envoie au corps le signal que tout va bien, que vous êtes en sécurité, que vous n'avez pas besoin de vous mettre en état d'alerte. L'OVS, ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Et vous pouvez l'utiliser dès aujourd'hui. Bueno, passons maintenant à quelque chose que les personnes souvent négligent parce qu'il leur semble trop simple pour être vraiment efficace. Et pourtant, c'est peut-être l'une des interventions les plus puissantes que la psychologie contemporaine ait à offrir pour transformer la qualité de l'expérience solitaire. Il s'agit de la pratique de la présence sensorielle. Voici ce que cela signifie concrètement. Marguerite est devant sa fenêtre et elle souffre. Mais elle souffre principalement parce qu'elle n'est pas vraiment là, devant sa fenêtre. Elle est dans sa tête. Elle est dans les regrets, dans les scénarios, dans les comparaisons avec ce que sa vie était ou aurait pu être. Son corps est dans la cuisine, mais son attention est ailleurs, dans ces paysages mentaux construits de pensées et d'émotions non traversées. La pratique de la présence sensorielle consiste à ramener doucement, sans forcer, sans se faire violence, l'attention vers ce qui est réellement là, maintenant dans l'espace sensoriel. La lumière qui trace des lignes dorées sur le carrelage, la chaleur de la tasse entre les paumes, le son lointain de l'enfant à vélo, le goût du thé, la texture de l'air sur les avant-bras, pas pour nier la tristesse, pas pour la supprimer ou la distraire, mais pour la diluer dans quelque chose de plus vaste, pour rappeler au système nerveux qu'il y a un monde ici, présent, vivant, sensible, qui n'est pas fait que de pensées et d'émotions. Et voici quelque chose que peu de gens savent sur cette pratique. Elle ne demande que quelques secondes pour commencer à produire des effets mesurables sur l'état intérieur. Quelques secondes d'attention réelle portée à une sensation concrète suffisent pour interrompre le circuit de rumination. Pas pour toujours, pas définitivement, mais suffisamment pour créer une ouverture. Une petite fenêtre dans le mur des pensées répétitives. Et par cette fenêtre peut entrer quelque chose d'inattendu, un moment de paix. Bref, fugace, mais réel. Et ces moments de paix fugaces, s'ils sont cultivés avec régularité, finissent par s'allonger, par se consolider, par devenir une nouvelle façon d'habiter le temps, tin sentido. Alors voici comment pratiquer cela de façon structurée dans votre quotidien. Choisissez un moment de la journée qui est habituellement difficile. Peut-être le matin au réveil, quand le silence de la maison est encore lourd. Peut-être le soir, quand les heures s'étirent. Pendant ce moment, posez-vous une seule règle simple. Pendant 5 minutes, vous allez être entièrement présent à ce qui se passe dans votre champ sensoriel. Pas dans votre tête. Dans votre corps et dans l'espace qui vous entoure. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous touchez, sentez, goûtez? Pas pour analyser, juste pour percevoir. Au début, le mental va résister. Il va vouloir revenir à ses histoires, à ses préoccupations, à ses ruminations. C'est normal, c'est sa nature. Chaque fois que vous le remarquez, sans vous en vouloir, sans vous juger, vous ramenez doucement l'attention vers les sensations, comme on ramènerait doucement la main d'un enfant qui s'est écarté du chemin. Avec tendresse, sans brutalité. Mira, et voici quelque chose de remarquable qui se produit avec cette pratique au fil du temps. La solitude commence à changer de texture. Elle ne disparaît pas, mais elle se transforme. Elle perd son caractère menaçant. Elle devient quelque chose de plus neutre, puis progressivement quelque chose de plus habitable. Et puis, pour certaines personnes, et c'est là que quelque chose de profondément beau se produit, elle commence à révéler quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment eu l'occasion de découvrir dans l'agitation des années précédentes, leur propre compagnie. Parce que c'est ça, la vérité que personne ne vous dit sur la solitude à 60 ans. La vérité que votre âme essaie de vous communiquer quand elle change de direction. Ce n'est pas que vous avez perdu quelqu'un. C'est que vous avez peut-être, pour la première fois de votre vie, la possibilité de vous retrouver vous-même, vraiment. Entièrement, sans le bruit des attentes extérieures, sans les rôles que vous avez joués pendant des décennies,
sans la pression de correspondre à ce que les autres attendaient de vous. Juste vous. Et cette rencontre-là, si elle est abordée avec la bonne attitude, peut être l'une des plus riches et des plus libératrices de toute une existence. Meusig, continuons encore plus loin dans ce territoire. Il y a une troisième pratique et elle touche à quelque chose que la psychiatrie et la philosophie partagent depuis des siècles, même si elles utilisent des langages différents pour en parler. C'est la pratique de ce qu'on pourrait appeler l'ancrage dans le sens, ou autrement dit, la reconnexion à ce qui donne de la valeur à votre présence dans le monde. Voici pourquoi cela est crucial. Quand une personne s'isole progressivement, quand elle se retire de la vie sociale et des activités qui la connectaient aux autres et à elle-même, elle ne perd pas seulement de la compagnie. Elle perd quelque chose d'encore plus fondamental, le sentiment d'avoir un rôle, une utilité, une place dans le monde. Et ce sentiment-là, la psychologie du vieillissement l'a montré avec une constance frappante, est l'un des facteurs les plus déterminants pour la santé mentale et physique des personnes de plus de 60 ans. Pas la richesse, pas la santé physique au sens strict, pas même les relations sociales nombreuses, mais le sentiment d'avoir un sens, une direction, une raison de se lever le matin qui dépasse sa propre survie. Et voici la question concrète que cela pose. Quelle est votre raison de vous lever le matin? Pas en termes de tâches ou d'obligations, pas les rendez-vous chez le médecin ou le ménage à faire. Quelle est la chose qui donne de la saveur à votre journée? Quelle est la chose qui vous connecte à ce sentiment d'être vivant, vraiment vivant d'une façon qui compte? Si vous n'avez pas de réponse immédiate à cette question, si elle vous semble étrange ou difficile à aborder, c'est un signe précieux. C'est un signe que quelque chose attend d'être redécouvert ou peut-être découvert pour la première fois. Et cette découverte, elle ne se fait pas en cherchant dans les grandes catégories de la réussite ou de l'utilité sociale. Elle se fait dans les petites choses, dans ce qui vous émeut, dans ce qui vous fait vous sentir vivant, dans ce qui vous connecte à quelque chose de plus grand que vous-même. Figeate bien, voici un exercice concret pour explorer cela. Prenez quelques minutes avec un carnet si possible et répondez à ces 3 questions. La première, qu'est-ce qui me rend heureux sans raison particulière? Pas parce que c'est utile ou reconnu, mais juste parce que ça m'allume de l'intérieur. La deuxième, à quoi est-ce que je contribue, même modestement, même silencieusement, dans la vie des gens qui m'entourent? Et la troisième, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait ou exploré, qui me tire doucement vers lui depuis longtemps? Ces 3 questions ne sont pas des exercices thérapeutiques formels. Ce sont des invitations à renouer avec quelque chose qui n'a jamais disparu en vous, mais qui a peut-être été recouvert par des années d'agitation ou de deuil successifs. Et les réponses que vous trouverez, même imparfaites, même hésitantes, sont des graines. Des graines qui, si on leur donne un peu d'attention et de régularité, peuvent devenir des sources de vitalité réelle. Love? Et voilà quelque chose que la recherche sur ce qu'on appelle l'ikigai, ce concept japonais qui désigne la raison d'être, a mis en évidence de façon très claire. Les personnes qui ont un sentiment fort de sens et de direction dans leur vie vieillissent mieux sur tous les plans, physiologiquement, psychologiquement, cognitivement, pas parce qu'elles évitent les difficultés, mais parce qu'elles ont une ressource intérieure qui leur permet de les traverser sans s'y perdre. Et cette ressource, vous pouvez commencer à la cultiver maintenant, aujourd'hui, avec les questions que vous venez d'entendre. Bueno, il y a une 4e dimension de ce travail qui mérite d'être explorée avec soin. C'est la question du lien. Pas le lien quantitatif, le nombre d'amis ou de contacts sociaux, mais la qualité du lien, la profondeur des connexions que vous cultivez dans votre vie. Parce que voici quelque chose d'important à comprendre sur la solitude à 60 ans. Elle n'est pas toujours liée à l'absence de personnes autour de soi. Parfois, la solitude la plus douloureuse se vit entourée de gens. On peut se sentir profondément seul dans une famille nombreuse, dans un groupe d'amis, dans une ville animée, si les connexions qui existent ne touchent pas à ce qui est essentiel en soi. Si les conversations restent à la surface, si les relations sont fondées sur des rôles et des fonctions plutôt que sur une présence vraie.
Et à l'inverse, une seule relation vraie, une seule connexion où l'on se sent réellement vu, entendu, reconnu dans sa complexité et sa profondeur, peut suffire à transformer radicalement la qualité de l'expérience. Solitaire, pas à la supprimer, mais à la rendre habitable d'une façon entièrement différente. Alors la question n'est pas comment avoir plus de gens dans ma vie. La question est comment approfondir les connexions que j'ai déjà et comment en créer de nouvelles qui soient alignées avec ce que je suis vraiment à ce moment précis de ma vie. Mira, voici ce que cela signifie pratiquement. Cela peut signifier appeler quelqu'un, non pas pour bavarder de choses superficielles, mais pour dire quelque chose de vrai, quelque chose comme « je pense à toi » ou « j'ai envie de savoir comment tu vas vraiment », pas juste en surface. Cela peut signifier rejoindre un groupe, non pas n'importe lequel, mais un groupe organisé autour de quelque chose qui compte pour vous. Un atelier de lecture, un cours de peinture, un groupe de marche, un cercle de parole. Ces espaces existent dans toutes les villes, dans tous les villages. Et ils sont habités par des gens qui cherchent exactement ce que vous cherchez, une connexion authentique dans un contexte qui a du sens. Et voici quelque chose que la timidité sociale ou la peur du jugement empêchent souvent de voir. La plupart des gens dans ces groupes, surtout les gens de votre âge, ont traversé des choses difficiles. Des deuils, des séparations, des reconfigurations de vie. Ils ne sont pas là pour juger, ils sont là parce qu'ils cherchent, comme vous, à continuer à vivre d'une façon qui compte. Tien Saint Ido, et voici quelque chose d'encore plus subtil que la psychiatrie relationnelle met en évidence depuis les travaux sur l'attachement à l'âge adulte tardif. La capacité à créer de nouvelles connexions authentiques ne diminue pas avec l'âge, elle se transforme. Les personnes plus âgées, libérées des impératifs de la vie professionnelle et familiale intensive, ont souvent une capacité d'écoute et de présence que les jeunes adultes n'ont pas encore développée. Elles ont la disponibilité, la patience, la profondeur. Et ces qualités-là sont extrêmement précieuses dans une relation. Elles créent des connexions rapides et profondes, souvent plus riches que celles qu'elles avaient à 30 ou 40 ans. Alors ne vous dites pas que vous êtes trop vieux pour vous faire de nouveaux amis. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas seulement faux. C'est à l'opposé de ce que la psychologie du développement adulte nous enseigne. Mesig. Allons maintenant vers quelque chose qui est peut-être la transformation la plus profonde et la plus libératrice de tout ce parcours. Quelque chose que peu d'approches osent aborder directement parce que cela touche à des questions fondamentales sur le sens de la vie et sur ce qu'on appelle en psychologie l'intégration de l'existence. À 60 ans, l'âme change vraiment de direction, pas de façon métaphorique, de façon réelle, documentée, observable. Ce que le psychologue Erik Erikson avait décrit comme la 8e étape du développement humain, ce qu'il appelait l'intégrité versus le désespoir, devient le terrain psychologique central de cette période de la vie. L'être humain, à partir d'un certain âge, ressent un besoin profond de donner du sens à ce qu'il a vécu, de réconcilier les différentes parties de son histoire, de trouver une cohérence dans le fil de son existence, même là où il y a eu des ruptures, des échecs, des douleurs, et voici l'enjeu crucial de cette étape. Si cette intégration se fait, si la personne réussit à tenir ensemble les joies et les peines de sa vie dans une narrative qui a du sens, elle accède à ce qu'Erikson appelait l'intégrité, un sentiment de paix profonde, avec soi-même et avec l'existence. Un sentiment qui n'est pas l'absence de tristesse ou de regret, mais la capacité de tenir ses émotions sans en être écrasé. Si en revanche, cette intégration ne se fait pas, si les regrets non réconciliés, les deuils non traversés, les parties de soi non reconnues continuent de peser sans être travaillées. La personne bascule vers ce qu'Erikson appelait le désespoir, un sentiment amer que la vie n'avait pas de sens, qu'il est trop tard pour changer quoi que ce soit, que le temps qui reste n'est qu'une attente. Fijate bien, et voici la bonne nouvelle, la vraie, celle qui change tout. Cette intégration peut se faire, elle se fait tous les jours dans des centaines de milliers de vies.
Et elles ne requièrent pas des années de thérapie ou une retraite spirituelle en montagne. Elles commencent avec quelque chose de très simple, la permission que vous vous donnez de regarder en arrière sans vous condamner. La permission de dire « j'ai fait ce que j'ai pu, avec ce que j'avais, à l'époque où j'étais qui j'étais ». Et c'est suffisant. Non pas au sens où tout était parfait, mais au sens où c'était réel et que cette réalité mérite d'être honorée plutôt que jugée. Cette pratique d'intégration narrative, de réconciliation avec son propre passé, est l'une des formes les plus profondes d'autocompassion. Et elle est, selon toute la littérature gérontopsychiatrique disponible, l'un des facteurs les plus puissants pour transformer la qualité de l'expérience de la vieillesse et du vieillissement solitaire. Loves? Alors voici un exercice que vous pouvez commencer cette semaine. Pas en grand, pas d'un coup, mais doucement. Prenez un moment, chaque soir si possible, pour penser à quelque chose de votre vie qui vous a apporté de la joie ou de la fierté. Pas forcément un grand événement, peut-être un moment ordinaire. Une conversation que vous avez eue, un soin que vous avez donné, une beauté que vous avez perçue. Et tenez ce souvenir quelques instants avec une attention bienveillante. Pas pour vous y accrocher. Juste pour le reconnaître. Pour lui dire intérieurement, oui, cela a existé, cela fait partie de moi, et cela compte. Cette pratique simple, que les chercheurs en psychologie positive appellent la saveur rétrospective, a des effets documentés sur l'humeur, sur le sentiment de sens et sur la qualité du sommeil. Elle est gratuite. Elle est accessible à tous. Et elle peut devenir, avec le temps, une façon de nourrir en vous une gratitude profonde. Pas la gratitude de surface qui consiste à se dire qu'on devrait être content de ce qu'on a, mais une gratitude enracinée, celle qui reconnaît la texture singulière et irremplaçable de votre existence particulière. Bueno, il y a encore une chose à partager, et c'est peut-être la plus contre-intuitive de tout ce que vous avez entendu jusqu'ici. Quelque chose qui touche directement à la question du corps, parce que la solitude, on l'a vu, s'inscrit dans le corps autant que dans l'esprit. Et le corps, à 60 ans, a besoin d'une attention particulière, non pas parce qu'il est en déclin, mais parce qu'il est un interlocuteur précieux qui peut devenir un allié puissant dans ce travail de transformation intérieure. La pratique du mouvement conscient, et ici on ne parle pas d'exercice physique au sens de performance ou d'effort, mais de mouvement habité, de déplacement dans l'espace avec une présence attentive à ce que le corps reste à chaque instant est l'une des interventions les mieux documentées pour contrecarrer les effets de l'isolement sur le système nerveux. Marcher lentement dans un parc en étant vraiment attentif à ce que les pieds sentent sous eux, à ce que les mains sentent dans l'air, à ce que les yeux perçoivent dans les changements de lumière entre les branches. Nager, jardiner, faire du yoga doux, pratiquer le tai chi. Ces activités ne sont pas seulement bonnes pour le corps. Elles sont des pratiques de présence à soi-même qui réduisent les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, et augmentent les niveaux de ce qu'on appelle les neuromodulateurs du bien-être, dont la sérotonine et les endorphines. Et voici quelque chose que beaucoup de gens ignorent sur cette dimension corporelle du travail intérieur. Les émotions non traversées s'inscrivent dans le corps sous forme de tension chronique. La tristesse non reconnue peut s'accumuler dans les épaules. La peur non nommée peut se cristalliser dans la nuque. Le deuil non traversé peut habiter le creux de l'estomac comme une pierre douce mais persistante. Et le mouvement conscient, en réveillant ces zones, en leur donnant de l'espace et de la circulation, peut libérer des émotions qui étaient stockées là depuis longtemps, pas violemment, pas de façon dramatique, mais doucement, progressivement, comme la glace qui fond au printemps. Mira, et voici ce qui est extraordinaire dans cette approche intégrée, qui combine la présence sensorielle, l'autocompassion, l'ancrage dans le sens, le lien authentique, l'intégration narrative et le mouvement conscient. Ces pratiques ne fonctionnent pas isolément. Elles se renforcent mutuellement. Chacune ouvre quelque chose qui rend les autres plus accessibles. La présence sensorielle détend le corps, ce qui rend l'autocompassion plus facile. L'autocompassion réduit la peur,
ce qui rend le lien authentique moins menaçant. Le lien authentique nourrit le sentiment de sens. Le sentiment de sens donne de l'énergie pour le mouvement, et le mouvement libère les émotions qui permettent l'intégration narrative. C'est un système vivant, interdépendant, qui, une fois amorcé, se nourrit de lui-même. Tien Sentido, et tout cela commence avec un seul pas, un seul geste, une seule décision que vous pouvez prendre maintenant. Me sigue, parce qu'il y a encore quelque chose à dire. Quelque chose qui concerne directement cette question que vous portez peut-être depuis le début de ce voyage, cette pression à la base de la gorge qui attendait qu'on lui donne la parole. La vraie révélation, celle que l'âme cherche à vous transmettre quand elle change de direction à 60 ans, n'est pas une révélation sur ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Ce n'est pas un bilan. Ce n'est pas un jugement. C'est une invitation à rencontrer, peut-être pour la première fois avec cette profondeur-là, la personne que vous êtes, pas la personne que vous avez été pour les autres. Pas la mère, la grand-mère, l'épouse, la professionnelle, la fille de vous, la conscience qui habite ce corps, la sensibilité qui perçoit le monde. L'être unique, irremplaçable, qui a traversé 60 ans ou plus de vie avec tout ce que cela contient de joie, de peine, de surprise, de deuil et d'émerveillement. Et voici la vérité que les grandes traditions contemplatives, du bouddhisme à la philosophie occidentale, en passant par les sagesses populaires que nos grands-mères portaient sans les nommer, s'accordent toutes à reconnaître cette rencontre avec soi-même, si elle est faite avec courage et douceur, est la rencontre la plus riche et la plus libératrice de toute une vie. Elle ne remplace pas les liens avec les autres, elle ne console pas de tous les deuils, mais elle crée un fond, un sol stable, une terre intérieure depuis laquelle on peut tout traverser. Les jours difficiles et les jours légers, les moments de connexion et les moments de solitude, les saisons de l'âme qui passent comme les saisons du monde, sans que l'on en soit renversé. Fijate bien, et voici la dernière chose, celle qui clôt et ouvre en même temps. Marguerite est encore devant sa fenêtre, mais quelque chose a changé. Elle a posé sa tasse de thé sur le rebord. Elle a fermé les yeux une seconde, et elle a posé une main sur son avant-bras, doucement, comme on pose la main sur le bras d'une amie qui a besoin d'être touchée sans être envahie. Et dans ce geste simple, dans cette douceur qu'elle s'est accordée sans raison particulière, sinon parce qu'elle en avait besoin, quelque chose s'est déposé. Un peu de ce poids qu'elle portait depuis des mois, un peu de cette résistance au silence. Pas tout, pas d'un coup, mais un peu, et ce peu, c'est le début. Parce que c'est ainsi que la transformation intérieure se produit. Pas dans les grands élans ou les résolutions spectaculaires. Dans les gestes petits et répétés, dans les attentions délicates que l'on se porte, dans les moments de présence que l'on choisit d'habiter plutôt que de fuir. Jour après jour, matin après matin, jusqu'à ce que la solitude, cette solitude qui faisait si peur, devienne quelque chose d'entièrement différent, un espace, un refuge, un territoire intérieur que vous connaissez, que vous habitez avec aisance, depuis lequel vous pouvez aller vers le monde et en revenir sans vous perdre. L'Oves, c'est cela, la vérité que votre âme cherche à vous dire quand elle change de direction à 60 ans. Non pas que vous avez raté quelque chose, mais que quelque chose commence. Quelque chose que vous seul pouvez découvrir, à votre rythme, avec la douceur que vous méritez et la curiosité que la vie, dans sa générosité étrange, continue de vous offrir. Bueno, avant de terminer, un dernier mot sur la pratique concrète du mindfulness tel qu'il peut s'intégrer dans une vie quotidienne simple, sans appareillage particulier, sans application sur téléphone, sans cours. Formel si ceux-ci ne sont pas accessibles. 3 fois par jour, pendant 2 à 3 minutes chacune. Posez-vous et faites ceci. Respirez lentement, en portant attention au trajet de l'air, pas dans la poitrine, mais dans le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Nommez mentalement 3 choses que vous percevez par vos sens à cet instant précis et posez-vous intérieurement une question simple. Comment est-ce que je me sens là maintenant, vraiment ? Cette pratique minimaliste
répétée avec régularité, crée progressivement une relation différente au temps et à soi-même. Elle transforme les moments vides en moments habités. Elle transforme le silence menaçant en silence porteur. Et elle construit, pierre par pierre, ce sol intérieur stable depuis lequel la solitude devient non plus une peur, mais une forme de liberté. Parce que la liberté à 60 ans, à 70 ans, à n'importe quel âge qui suit, ne ressemble pas à celle que l'on cherchait à 20 ans. Ce n'est pas la liberté de l'absence de contraintes ou de la légèreté sans histoire. C'est une liberté plus profonde, plus dense, plus précieuse. La liberté d'être exactement là où l'on est, avec tout ce que l'on est, sans avoir besoin que les choses soient différentes pour se sentir entier. Et cette liberté-là, elle ne s'achète pas. Elle ne se reçoit pas. Elle se cultive dans le silence, dans la présence, dans la douceur répétée que l'on se porte. Jour après jour, comme une plante que l'on arrose non pas parce qu'on la voit grandir, mais parce qu'on sait, au fond de soi, qu'elle grandit quand même. Tienne Santido, vous êtes arrivé jusqu'ici. Cela dit quelque chose de vous. Cela dit que vous cherchez, que vous êtes prêt, peut-être plus que vous ne le pensiez, à faire ce pas vers vous-même. Et si quelque chose dans ce parcours a résonné, s'il y a eu un moment, une phrase, une image qui a touché quelque chose de précis en vous, dans les paumes de vos mains ou quelque part dans le creux de l'estomac, dans cette zone douce et sensible que l'on connaît quand quelque chose de vrai est nommé, partagez-le dans les commentaires. Pas pour faire un exercice, mais parce que votre expérience a de la valeur pour les autres. Parce que Marguerite, toutes les Marguerites qui regardent cet écran en ce moment, ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce qu'elles traversent. Et si vous souhaitez continuer à recevoir ces espaces de réflexion, d'approfondissement et de douceur psychologique, rejoignez cette communauté en vous abonnant. Parce que le voyage ne fait que commencer. Et il est, croyez-le, infiniment plus beau que vous ne l'imaginez depuis derrière votre fenêtre.